maintenant, il y a un usage multimodal des écrans qui leur confère finalement une place différente dans le mode de vie. Hein. Ce n'est pas comme avant où on avait que la télé, on regardait que la télé. Et puis surtout, quelque chose qui est extrêmement particulier chez les adolescents, plus spécifiquement, c'est que les écrans sont à la demande, c'est-à-dire les contenus sont à la demande et qu'on peut avoir accès à des films, à des séries, à voilà, des réseaux sociaux, n'importe quand, n'importe quel endroit. On a aussi une différenciation qui s'opère de plus en plus sur la typologie des écrans, parce qu'on définit finalement des activités avec des écrans qui sont actives et finalement des écrans qui sont passives. Et dans la littérature scientifique, en fait, il est démontré que l'effet va être différent. Donc ça, c'est quelque chose qui apparaît de plus en plus dans la littérature scientifique. Et puis enfin, dernière chose, c'est que finalement, les écrans, on les trouve à peu près partout, c'est-à-dire qu'ils deviennent mobiles. Non seulement ils sont à la demande, mais ils sont mobiles. On peut les trouver les mêmes à la maison, à l'école et dans les transports, autrement dit, à n'importe quel moment de la journée. Alors, toujours des éléments de contexte, je ne vais pas les détailler, mais simplement, je vous ai mis les courbes du rapport qui parlent d'elles-mêmes, avec des points particuliers. Le premier point particulier, c'est que vous voyez que depuis 4 ans, grosso modo, hein, le nombre de publications sur le sujet de l'activité devant un écran, puisque c'est quand même une activité, a augmenté, a été multiplié par 5, c'est-à-dire qu'on a un nombre croissant de publications scientifiques et aussi de publications d'articles de presse publiés sur le sujet, avec de plus en plus une question qui porte sur les conséquences sur la santé. Et dans les conséquences de la santé, en fait, les premières publications étaient beaucoup sur l'activité sédentaire avec l'activité physique, le sommeil et la santé en général. Et là se développent ces dernières années des problématiques liées au développement cognitif, à la vue, à l'ouïe et aussi à la santé mentale des enfants, c'est-à-dire avec beaucoup de symptômes dépressifs. Donc simplement, ça c'est un rappel des recommandations que vous retrouverez dans le Plan national nutrition santé, qui ont été repris par l'ANSES en 2016, qui ont été réactualisés et qui sont maintenant publiés par Santé publique France, que tout le monde doit connaître. C'était simplement pour vous les rappeler et puis surtout pour les mettre à disposition et puis les regarder par rapport à la réalité. Donc la réalité des différentes enquêtes qui sont réalisées ces dernières années montre qu'en fait, vous avez déjà sur les 0-3 ans, ça va de 30 minutes par jour d'écran à 1 heure d'écran par jour, déjà sur les enfants de 3 ans. On atteint 1h40 par jour sur les enfants de 3-6 ans. Et alors, les chiffres quand même qui sont extrêmement signifiants, on va le dire comme ça, c'est qu'on a pratiquement 23% des adolescents de 15 à 17 ans qui passent plus de 7 heures par jour. Donc vraiment, ça conforte ce que tout le monde sait, c'est-à-dire que vraiment le temps des écrans a augmenté. Je vous ai pas mis parce que c'était pas dans la saisine, hein, mais il y a pas mal de publications qui sont publiées aujourd'hui, enfin quelques-unes en tout cas, sur la suite au confinement, et c'est un comportement malheureusement qui a augmenté de façon aussi exponentielle pendant le confinement et qui est une des inquiétudes. Et donc là, on a publié sur cette question avec l'ANSES. C'est une des inquiétudes parce que on a peur que ce soit un comportement qui se pérennise post-confinement. Donc, on y reviendra peut-être. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais avec quelques chiffres quand même sur la diversification des écrans. Chez les moins de 13 ans, c'est la télévision sur les différentes enquêtes qui reste le média préféré. Et à partir de 7 ans, le média le plus utilisé, c'est le smartphone. Mais le smartphone, il téléphone pratiquement plus. Hein. Le smartphone, il fait surtout les réseaux sociaux et voir des films. Et pour les 13-19 ans, il fait à peu près tout. Voilà. Quelque chose d'important, alors c'est pour ça que je vous présente aussi ce contexte, parce que tous les écrans n'ont pas les mêmes effets. Et évidemment, il faut bien dissocier l'écran qui est le support. Et c'est pour ça qu'il y en a qui vont être peut-être surpris par certains résultats que je vais présenter. C'est pour ça que je prends ces précautions. C'est le support, c'est l'écran, et puis après, c'est son usage. Voilà. Et donc, par exemple, il y a beaucoup de publications sur Internet. Et Internet, je vous ai mis les chiffres là, parce que je trouve que c'est des chiffres très, très marquants. Et en fait, chez les 13-19 ans,
il y a eu une augmentation en 2 ans de plus d'1h40 de consultation d'Internet, donc c'est des heures par semaine, mais ça représente quand même plus de 15 heures par semaine en 2017. Donc 3 ans après, on peut être sur des valeurs bien plus importantes. Voilà, donc ça c'était le contexte. Donc vous comprenez bien qu'il y a une problématique entre le support qui est l'écran, son usage et les effets avec les différents médias qu'il représente. Donc la saisine avait plusieurs objectifs que je rappelle ici parce qu'il faut vraiment comprendre ça. On était une dizaine d'experts où il y avait des scientifiques, des personnes de santé publique, du milieu sanitaire, etc. Et on avait pour objectif d'analyser la littérature scientifique, d'identifier le niveau de preuve et de formuler des recommandations. Ça, c'était l'objectif de la saisine. La méthodologie qu'on a utilisée, je ne vais pas vous embêter très longtemps, simplement vous dire que contrairement à ce qu'on pourrait penser, il y avait beaucoup de références, mais qui étaient sur des domaines très diversifiés. Si vous tapez dans les bases de données, vous pouvez obtenir plus de 20 000 références. Et finalement, on s'est contenté de travailler sur les 44 études qui ont été incluses dans l'étude, qui sont les méta-analyses publiées entre 2017 et 2019, auxquels on a rajouté des articles publiés la dernière année. On a aussi regardé tout ce qu'il y avait dans la littérature grise. On a regardé ce qui étaient les recommandations nationales et internationales dans d'autres pays. Et on a fait quelques auditions. On a auditionné 6 experts puisque la commande était très courte en termes de timing. Alors, je vais essayer de vous donner les résultats principaux et je les ai faits de la façon suivante. Je vais vous apporter ce que l'on a trouvé sur les effets et les risques sur la santé de l'enfant. Et après, j'essaierai de faire un focus sur 5 idées fortes en fait, qui sont ressorties du rapport, ce qui me semble le plus important, puisque finalement, les recommandations, vous les trouverez dans le rapport, donc je ne vais pas les détailler ici, ça ne me semble pas le plus important. Dans les risques et les effets sur la santé, se pose la question récurrente et qui est d'actualité aujourd'hui puisqu'elle est revenue au devant de la scène il y a quelques semaines. C'est la problématique risques et effets sur la vision des enfants. En fait, jusqu'en 2019, puisque ça change très vite vu le nombre de papiers publiés, on n'a pas trouvé de méta-analyse et pas de causalité, pas de consensus qui disent que le temps d'écran a un effet sur en particulier la myopie, puisque c'était une des questions, et donc sur un effet néfaste, négatif sur la vision des enfants. En revanche, on trouve beaucoup d'études observationnelles qui montrent qu'il y a une association entre le temps de visionnage des écrans et les symptômes oculaires que je vous ai listés sur la diapositive. Voilà. Toutes les études ne retrouvent pas ça, mais il y a quand même un consensus récurrent sur le fait qu'il y a des risques importants, et en particulier chez les petits-enfants. Et c'est pour cette raison aussi que ça a fait pencher la balance du côté de plutôt une interdiction des écrans dès le plus jeune âge si ce n'est pas accompagné et limité, parce que il y a un facteur de précaution à avoir. En revanche, quand on parle de vision, ce qui est par contre extrêmement consensuel, mais ça aussi, vous le savez, mais là, il y a des preuves scientifiques, et j'y reviendrai dans un autre sujet tout à l'heure sur le sommeil, c'est qu'il y a un effet, en effet, de la lumière bleue sur la qualité du sommeil, et que visionner un écran, avoir un écran, regarder un écran dans sa chambre avant de s'endormir a un effet évidemment sur le sommeil. Ça, c'est une certitude. Ah, il ne faut pas que je fasse comme ça. Hop. Alors, sur les fonctions cognitives et langagières, je ne vous cache pas que ça a été un des sujets les plus discutés dans le groupe, les plus discutés avec les experts que l'on a auditionnés, parce que, et vous le voyez ici, les résultats dans la littérature sont extrêmement contradictoires. Et pour le faire simple, si vous prenez certaines publications, vous pouvez faire un résumé complètement à charge des écrans. Mais vous pouvez faire exactement l'inverse. Et alors, je vais essayer d'expliquer ce qui explique, enfin, au moins certains éléments qui amènent ces résultats contradictoires. C'est tout simplement le niveau des enfants au départ. C'est l'utilisation des écrans passifs versus actifs. C'est-à-dire que ce qui est important, là, c'est l'interactivité et l'accompagnement. C'est vraiment une variable confondante qui fait que vous pouvez avoir des résultats complètement différents. C'est-à-dire si l'enfant est livré à lui-même devant l'écran, enfin s'il est, je vais le dire comme ça, histoire de marquer l'image, si l'enfant est posé devant un écran, quel que soit le contenu de l'écran,
évidemment, ça aura des effets délétères, ça aura des effets négatifs sur l'apprentissage du langage, de l'écriture, de sa motricité, etc. En revanche, les études montrent que avec un contenu approprié, un accompagnement, le contenu des écrans, donc avec un support écran, peuvent être des outils pédagogiques et entraîner finalement une amélioration au niveau du langage et de la motricité fine. Sachant que ça, il y a pas mal d'études qui sont montrées avec des enfants qui ont des retards. Voilà, soit des retards moteurs, soit des retards de développement, où là, on a des effets qui sont plus positifs. Voilà. Mais là, j'insiste et je reviendrai sur une des idées fortes, c'est l'interactivité et l'accompagnement. Ça, c'est absolument fondamental. Troisième risque que l'on a étudié, c'est plutôt au niveau de la santé mentale et des conséquences sur les relations familiales et sociales. Et là, je ne vous le cache pas, ce n'est pas tant les écrans dans leur globalité qui ressortent, c'est plutôt l'exposition à Internet. Donc, Internet vraiment apparaît dès le plus jeune âge, et ça, c'est aussi un point sur lequel je conclurai, mais c'est que malheureusement, la Césine, vous voyez, le rapport est sorti en décembre 2019. Au moment même où il est sorti, il était pratiquement obsolète. On a eu quand même des experts qui nous ont fait la démonstration que nos jeunes adolescents de 11-12 ans étaient bien meilleurs que nous sur l'utilisation des écrans et surtout sur l'utilisation d'Internet, et qu'on a quand même l'impression d'être toujours un petit peu à la course derrière eux pour essayer de comprendre comment ils s'en servent et les conséquences que ça peut avoir. Donc, il y a semble-t-il un lien entre la durée d'exposition, et j'insiste sur la durée, parce que c'est plutôt une courbe en U, parce que ça montre que des adolescents qui pratiquent par exemple 1 heure d'Internet sur les réseaux sociaux sont moins isolés que d'autres. En revanche, dès lors qu'on va vers les 7 heures, on a un inversement bien sûr de l'effet qui devient cette fois-ci complètement négatif. Deuxième point qui est important aussi sur cet élément-là, c'est évidemment la vigilance à avoir sur les enfants les plus vulnérables. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui écoutent et qui travaillent avec les enfants et les ados. Et évidemment, plus les enfants au départ sont vulnérables, et plus il peut y avoir des effets extrêmement dangereux, voire des écrans, sur tout ce qui est le cyberharcèlement, la tendance suicidaire ou les caractères sexuels qui sont véhiculés par les écrans, avec une facilité d'atterrir sur certains sites, comme on a pu nous le montrer lors de la Césine, qui est assez déroutant. Voilà, donc c'est les 2 points importants de cette question-là. Alors, sur le sommeil, comme je l'ai dit tout à l'heure sur l'histoire de la lumière, oui, là, il y a une littérature très conséquente et elle est consensuelle. C'est un des éléments très consensuels avec des niveaux de preuve très élevés. Donc, les écrans ont un effet sur les rythmes circadiens et évidemment, ils vont avoir un effet sur la qualité du sommeil. Et donc, ils vont amener une somnolence beaucoup plus importante chez les enfants qui sont devant les écrans. Donc là, on a fait des recommandations, mais qui sont des recommandations que vous connaissez. C'est pas d'écran dans la chambre, c'est pas d'écran 1 heure avant de dormir, etc., etc. Alors, sur les difficultés de concentration, les résultats, là aussi, sont contradictoires. Et là, vous allez comprendre aussi, ceux qui utilisent en tout cas les écrans comme peut-être moyen pédagogique. Alors, il y a des effets négatifs aussi sur la surexposition, surconsommation, et en particulier, c'est sur les troubles attentionnels et vices de vigilance. On s'aperçoit très vite que par rapport au contenu, très souvent, il y a inadéquation, et donc les enfants se lassent très vite du contenu qu'il peut y avoir sur les écrans. Et en revanche, même chose, si c'est un écran qui est accompagné, s'il est utilisé dans un objectif précis, avec un temps précis, puisque ça, ce sera quand même le mot d'ordre. Alors, on a parlé, par exemple, des serious games ou des exergames, et là, il y a des effets positifs qui sont retrouvés dans la littérature. Donc, tout n'est pas blanc et noir. Là, le mot d'ordre, c'est le même que tout à l'heure, c'est-à-dire que si vraiment l'écran et surtout son contenu sont utilisés dans un objectif précis, on peut avoir des effets positifs. Et ça peut être un bon support. On a regardé évidemment les altérations physiques et physiologiques. Alors, si je ne vous pose pas la question parce qu'on n'est pas en salle, mais si on était en salle, je vous aurais posé la question. Est-ce que vous pensez que le temps d'écran est évidemment responsable de la prévalence de l'obésité croissante des jeunes enfants, que ce soit en France ou dans le monde? Vous m'auriez pratiquement répondu tout oui à plus de 90%. Alors là, il y a vraiment à nuancer les choses aussi. Il est bien évident que ce ne sont pas tant les écrans
et en particulier la télévision qui est très corrélée avec l'obésité, qui sont responsables de l'obésité des enfants. La problématique des écrans avec l'obésité, ce sont les comportements associés. Et là, j'insiste vraiment parce qu'on n'a pas du tout le même effet, par exemple, avec la consultation des réseaux sur les smartphones versus la télévision. Pourquoi? Parce que quand les jeunes enfants sont devant la télévision, très souvent, c'est un distracteur. Et donc, comme il y a une distraction, les enfants et les parents, puisque là, c'est souvent le cas sur les repas familiaux, mangent plus que nécessaire, ont une appétence pour ou se mettent à grignoter s'ils sont tout seuls, ou ils n'ont pas du tout conscience de la quantité de la prise alimentaire. Donc, il n'y a pas de lien de causalité avec les écrans, vous avez bien compris, mais il y a un vrai lien avec les comportements que déclenche la consommation des écrans. Et donc, on pourrait s'amuser à faire, il y a de très belles études là-dessus, en particulier les Canadiens, qui montrent très bien vous avez la sédentarité qui est liée aux écrans. Les écrans entraînent une certaine façon de s'alimenter. Si vous le faites le soir, eh bien, non seulement cette alimentation va avoir un effet sur les écrans, mais aussi sur votre temps de sommeil. Le temps de sommeil va déclencher, s'il a altéré, une appétence le lendemain matin au petit déjeuner pour des aliments très riches en densité et donc, voilà, vont conduire à l'obésité. Il y a un espèce de cercle vicieux. Tous ces comportements sont associés et conduisent in fine à l'obésité. Et d'ailleurs, c'est à partir surtout de la courbe que vous voyez ici, une des premières études qui a été publiée et qui fait que les recommandations sont à 2 heures parce qu'il s'est avéré que les risques cardiovasculaires associés à l'état physique des enfants apparaissaient vraiment à partir de 2 heures. Voilà, même si on pourra en discuter, ça paraît peu réaliste en termes de pratique. Donc voilà, ce que je voulais signaler vraiment qui est important, c'est la durée d'exposition. Elle est très variable sur ses effets physiques et physiologiques en fonction de l'âge, du genre, du type d'écran, du contenu. Alors pourquoi le genre? Là, je fais un petit clin d'œil. Les filles sont beaucoup plus vulnérables sur cette question-là. Voilà, il y a un effet plus marqué et plus important chez les filles versus chez les garçons. Et ça conduit à des comportements, la sédentarité, on le sait, a priori, ça diminue le temps d'activité physique, donc c'est aussi une conséquence délétère. Et puis, c'est les effets sur l'alimentation et sur le sommeil. Dernier effet, avant de passer aux idées fortes en quelque sorte, là, c'est vraiment l'usage des écrans et on s'est aperçu qu'il y avait vraiment des inégalités sociales de santé qui se retrouvaient dans les inégalités sociales dans l'usage des écrans. Et il y a des différences qui sont liées au milieu socio-économique, qui sont aussi liées, c'est un déterminant, aux compétences numériques des parents, et aussi quand c'est souvent des familles monoparentales à l'âge de la maman, parce que plus les mamans sont jeunes, plus elles utilisent le numérique et plus elles transmettent justement cet usage numérique à leurs enfants. Voilà. Donc il y a des inégalités sociales aussi dans l'utilisation des écrans qui vont amplifier ces phénomènes. Alors, je vais faire vite sur les idées fortes. Enfin, je vais faire vite, pas vite, mais je vais vous les résumer quand même. Donc ça, je l'ai déjà abordé. Donc vous avez vu, il n'y a pas vraiment de preuves très élevées, à part pour deux éléments importants. Sinon, pour le reste, on manque quand même d'études qui mettraient en évidence les causalités. Et ce qu'il faut vraiment, vraiment retenir, c'est que il y a un décalage entre le résultat des études et l'évolution technologique. Ça, c'est vraiment important. Quand vous prenez des lectures, il faut toujours vous dire qu'on a un petit temps de retard. Et dernier point sur cette question-là, c'est que on nous a posé la question, par exemple, sur des problématiques de violence ou autres, je vais y revenir tout à l'heure, mais il y a des domaines où on n'a pas de données pour des questions éthiques et déontologiques. C'est-à-dire on ne peut pas investiguer l'effet de certains contenus, en tout cas chez les enfants, même si par ailleurs, malheureusement, certains le vivent. On n'a pas de résultats, et ça se comprend. La deuxième idée forte qu'on a mis vraiment en avant, nous, parce que ça nous semble être la principale, et ça revient vraiment dans les études les plus récentes qui arrivent à prendre en compte les variables de confusion, c'est l'accompagnement. L'écran chez les enfants doit être accompagné. Voilà, ça s'apprend. Ce qu'on a recommandé, c'est que quand on utilise un écran, on fixe un temps, on doit le rentrer dans le planning, et ça commence à un moment, ça se finit à un autre moment. La télé, elle ne reste pas allumée du matin jusqu'au soir, ou elle ne s'allume pas en même temps que les enfants rentrent à la maison.
Les smartphones ou les téléphones, c'est pareil, il faut les placer dans une corbeille ou autre. Enfin voilà, il faut absolument que ce soit un accompagnement et ça peut être un outil pédagogique dès lors qu'il est bien utilisé. On l'a vu dans plusieurs cas, ça peut être quelque chose d'intéressant. Et de toute façon, ça fait partie de la vie des jeunes, mais il faut respecter certaines conditions. Donc, il faut que ce soit absolument interactif. La troisième idée forte, c'était vraiment cette histoire d'écran passif-actif et surtout le fait qu'il y ait des enfants vulnérables. Voilà. Il y a, alors, je sais que vous allez peut-être en parler tout à l'heure, hein, mais les effets sont beaucoup plus marqués et beaucoup plus négatifs chez des enfants qui sont vulnérables au départ. Les enfants des milieux socio-économiques qui sont formés avec des parents qui connaissent les dangers du numérique, etc., ont un rapport à l'écran qui est différent. Voilà. Chez les enfants vulnérables, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et ils sont beaucoup plus vulnérables aussi aux écrans, du coup. La dernière, enfin avant-dernière idée forte avant de conclure, c'était le bon sens. Voilà. Pourquoi le bon sens? Tout simplement parce que, comme je disais tout à l'heure, quand on nous a demandé de faire des recommandations, il y a des études qu'on n'a pas dans certains domaines, ce que je vous ai mis sur la diapositive. Mais c'est du bon sens. Il ne faudrait pas que les enfants aient accès à des contenus pornographiques, violents ou de harcèlement. Donc là, je m'adresse plus au pouvoir public, c'est à eux pour qui on a fait ces recommandations-là. Parce que même si, a priori, certains sites devraient être protégés, interdits ou inaccessibles aux enfants, ce n'est pas le cas. Voilà. Donc là, il y a une nécessité de protéger les enfants. Et on a eu encore une fois, je vous le disais, la démonstration qu'il y a certains sites qui sont très facilement accessibles et qui ne devraient pas. Et donc, dernier point, parce que ça nous était demandé dans la saisine, c'était surexposition et surconsommation, c'est-à-dire est-ce qu'il y a vraiment un seuil, une dose qu'il ne faudrait pas dépasser? Il n'y a déjà pas de définition de la surexposition et de la surconsommation, donc quand on croise un petit peu tout ce qu'il y a dans la littérature, est-ce qu'on est surexposé? Est-ce on surconsomme? Alors nous, on est parti dans la saisine, vous le verrez. La surexposition, c'est plutôt un phénomène passif, c'est-à-dire c'est les enfants, les bébés, les nourrissons qu'on met devant les écrans. Et la surconsommation, c'est une consommation excessive, même si on est actif, interactif avec l'écran, si on peut l'être. Et donc, est-ce qu'il y a un effet dose, un effet seuil? Très franchement, on n'en a pas trouvé. Ce qu'on peut dire, c'est que plus l'exposition augmente, plus c'est important, ça c'est sûr. Pratiquement pour tous les risques que je vous ai donnés tout à l'heure. Et là, je vous en ai remis 2. Donc, très, très simple, hein, on le voit bien. Plus vous passez de temps devant un écran, plus le risque est élevé. Et de l'autre côté, c'est une étude, et elles sont rares, sur la santé mentale, donc les filles et les garçons. D'un côté, les filles étant beaucoup plus sensibles, hein, les filles, c'est la courbe de gauche. Donc, vous voyez, elles sont beaucoup plus sensibles à l'écran pour tous les facteurs de la santé mentale, hein, c'est à partir de questionnaires. Et dès 2 heures d'écran, vous avez déjà des effets sur la santé mentale. C'est pour cette raison aussi que quand on nous demande finalement le seuil des recommandations, on est à 2 heures. Même si, encore une fois, et on peut en discuter, demander aux jeunes de ne pas aller plus de 2 heures par jour devant un écran, c'est compliqué. Donc, c'est 2 heures au moins d'écran dit de loisirs. Voilà. Donc, j'espère vous avoir amené au moins une synthèse compréhensible, pas trop longue. C'est peut-être un peu difficile à suivre de la synthèse. Et en tout cas, je vous remercie de votre attention.